Le grand nuage, il y a un centre de gravité, et ce centre de gravité, c'est là-dessus que tout va s'effondrer. Alors je passe sur les énergies. Donc, la météorite d'Orgueil concerne des spinels et déjà on y trouve. Donc ça c'est une très vieille chute, 1864, mais on a refait l'analyse et on trouve. Quand on les lit, on trouve des choses très très intéressantes dans les météorites. Ici, on trouve qu'il y a dans un grain de solaire quelque chose qui ne peut être qu'une supernova parce qu'il y a un rapport isotopique. Enfin, c'est assez compliqué l'analyse de ces choses, mais tout revient effectivement à peser le rapport de tels isotopes et dire bon, est-ce qu'ils appartiennent au système solaire? Ben non, ça c'est pas du tout quelque chose que l'on trouve dans notre système solaire. Et donc là, on l'attribue à une supernova qui certainement a commencé à déstabiliser ce nuage. Les protosystèmes stellaires, ben maintenant on arrive à en photographier quelques-uns en masquant l'étoile centrale. Et ici on voit comment ça se passe. Toute la partie de poussière et de gaz, enfin la grosse partie de gaz est ici dans l'étoile. Une partie reste ici et les planètes gazeuses elles vont se former quand la pression de radiation ici ou les soubresauts de l'étoile ici va faire que ça va chasser le gaz léger et il restera dans les poussières de quoi faire des planètes ici. Donc on commence à voir vraiment de visu par des télescopes bien équipés le processus qui va conduire Alors la naissance de notre étoile, là il y a une explosion thermonucléaire. Vous prenez du gaz, vous comprimez, alors vous avez déjà gonflé un vélo, vous avez certainement constaté que la pompe s'échauffe. Ici, les pressions deviennent de plus en plus importantes, donc imaginez cette énorme proto-étoile, où la pression de gravité fait que ça tend à se comprimer de plus en plus, mais quand on comprime, on chauffe, et quand on chauffe, ça tend au contraire à exploser. Donc, vous voyez l'équilibre, je pompe, et là, il y a un moment où le cœur humain arrive aux températures nécessaires et suffisantes pour allumer cette réaction thermonucléaire dont a besoin notre Soleil pour rayonner quelque chose qui est beaucoup plus calme, qui est à la surface du Soleil et qui fait dans les 6000 degrés K. 6000 degrés, même Celsius, c'est pas à quelques 200 degrés près, on n'est pas à 300 degrés près. Donc, c'est la naissance d'un Soleil, c'est ça, c'est l'allumage d'une bombe thermonucléaire qui est confinée par la grande pression et la masse qui est autour, par la masse de gaz qui est autour. Il y a des soubresauts, mais bon, c'est la naissance du Soleil. Bon, là, il y a une petite observation, on n'est pas étoile qui veut, tout dépend de la masse initiale du nuage. Si c'est trop faible, la réaction thermonucléaire ne va pas se faire. Si c'est trop important, il pourrait y avoir plusieurs étoiles de formation. D'accord ? Donc, le Soleil va avoir la majorité de la masse. Je vous ai dit tout à l'heure que le gaz représentait 99% de la masse d'un nuage comme ça, et la poussière de 1%. Donc, en plus, il a des flashs successifs, etc., qui expliquent d'ailleurs les météorites. Alors, le début, vraiment, ce processus étant quand est-ce qu'on va dire le système solaire est né? Le système solaire naîtra quand, dans cet énorme disque de gaz qui est autour, généralement ça forme un disque. On part de quelque chose qui est presque sphérique, ça s'effondre. Le Soleil est sphérique, mais par contre, tout ce qui tourne autour va s'aplatir et former un disque. Vous en avez vu l'illustration tout à l'heure sur les tapis. Donc, il va falloir décider à quel moment. Et là, miracle,
une météorite qui est tombée à Lille, un village d'Amérique du Sud, a donné la réponse. On a vu des inclusions de calcium-aluminium et on les a vraiment bien analysées isotopiquement. Et ces inclusions-là qui ont été la première transformation de gaz à matériaux. Puisque et donc c'est vraiment ces oxydes réfractaires qui forment, quand ils se sont formés, donnent le T0 de la formation du système solaire. Au fur et à mesure que ça se refroidit, vous avez effectivement jusqu'à l'eau, hein, la différence de condensation de ces, au fur et à mesure du refroidissement. Donc la solidification des premiers éléments réfractaires est égale à zéro. Et où ils sont, j'en vois ici, voilà Allende, et donc toutes ces interrogations-là ont eu des réponses par des analyses très... Voilà ici une de mes photos au microscope, et on voit ces condensations. Et ça a permis de dire, ceci s'est formé il y a 4 milliards 567 millions d'années, à peu près plus ou moins 1 million d'années. Oui. Quelle est l'échelle en micromètres tiens, je vais te donner une échelle. Ici, ça fait 1 millimètre. Hein. D'accord. C'est un condre. Ça, c'est un condre qui a fondu. Hein, en voilà une autre, elle est jolie, hein, on dirait un petit dragon chinois. Là, il est un peu plus grossi. Donc, on avait vu. Alors, les condres, ces petites sphères dont je vous ai parlé, hein, de forme sphérique, qui est la caractéristique d'un liquide formé en micropesanteur, sont très courants dans ces météorites et donnent une signature. Vous ne retrouverez jamais plus de condres sur n'importe quel matériau terrestre parce qu'ils sont fondus lors des chocs, lors de la formation de la Terre. Hein. La formation de la Terre, elle était une énorme planète, mais à très haute température, 800 degrés, puis ensuite la température est descendue, mais le fer, tout ce qui était à haute densité, est allé vers le centre. D'accord? Alors, ces météorites sont intéressantes parce qu'en plus, elles sont du carbone. Tout leur ciment qui maintient ces différents éléments dont on vient de parler, les condres, les CAI, donc le calcium, aluminium, hydrogène, sont maintenus dans une gangue dont le carbone a une grosse partie et qui est une bonne représentation du nuage primordial qui s'est effondré. Donc elles permettent une lecture. En voilà un condre avec un condre dibarré. Ils ont des formes et des figures extraordinaires. C'est très très joli à voir. Donc le rayonnement du soleil termine le nettoyage du gaz de l'environnement. Donc il y a la moitié de cette masse initiale qui reste confinée dans l'étoile. Le reste sera soufflé par les différents cris du bébé. Et le gaz va s'éloigner et former des planètes gazeuses. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez bien que tout ce qui est resté sous forme matérielle, sous forme d'astéroïdes, etc., va s'entrechoquer et va permettre la naissance de la Terre et de Mars, de Vénus et de tellurique. Voilà une belle représentation avec le sang. Il y a 4500 millions d'années, les planètes sont en train de se former. Ça n'a duré pas longtemps, hein, à cette échelle-là, une cinquantaine de millions d'années ont suffi pour former la Terre. 50 millions d'années, c'est à peu près le temps qu'il faut pour former une chaîne de montagne. Donc c'est vraiment, ça vous semble beaucoup, 50 millions d'années, mais c'est vraiment ridicule à cette échelle de milliards d'années. Hein. Alors, le système solaire était-il identique à celui que nous connaissons? Alors bon, je vais aller un peu plus vite, je vais vous faire une petite simulation. Voilà. Ça va partir. Voilà. Alors, on suppose là, tiens,
ça c'est Jupiter. Que Jupiter, comme beaucoup de planètes, exoplanètes actuellement, n'était pas à sa place, hein, mais il avait migré, il s'était rapproché du Soleil. C'était une condition suffisante pour que tous les astéroïdes dont on a ici l'inclinaison, l'excentricité, soient à densité suffisante pour former les planètes. Donc là, ce que je vous montre, c'est une simulation qui a été faite par les astronomes de l'Observatoire de Nice, donc un Italien, qui a fait cette simulation pour montrer comment se font les planètes. Là, il vous montre jusqu'à 59 millions d'années, donc il a fait tourner sur ordinateur, mettre suffisamment de densité d'astéroïdes pour voir comment peuvent se former les planètes. Alors on va aller à la suivante. Là, on est à... avant c'était combien? Ah oui, il a pu commencer à être égal à 0, là 600 millions d'années, voilà. Allez hop, on est en route. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir des s'entrechoquer, il va rester, je ne dis pas que on va retrouver Mercure, Vénus, la Terre et Mars avec leur taille réelle. Mais il nous reste un nombre de planètes, qui est le nombre de planètes actuellement. Il y a eu une plus petite planète qui s'est entrechoquée avec une autre planète et c'est ça qui a formé la Lune, je vous fais remarquer. Donc cette simulation arrive quand même à un nombre de planètes finales qui est 4, alors l'emplacement respectif et une dispersion du résidu d'astéroïdes qui n'ont pas été utilisés. Mais ce sont justement les météorites qui nous disent qu'il y a un nombre de météorites de type métallique qui est trop important par rapport au nombre de planètes différenciées disponibles dans la satellite astéroïde actuellement. Ce qui a fait qu'effectivement on a remis en question le système planétaire actuel et sa distribution. Et on a essayé de faire tourner des choses, des programmes pour essayer de se demander quelle était la distribution des planètes à l'origine et comment elles se sont formées. Donc c'est le contact, etc. Bon, ils ont travaillé en équipe, hein, et je trouve qu'il y a une bonne réponse. Alors la deuxième aussi réponse qui est montrée par les météorites et aussi quand on regarde la Lune et quand on a daté les cratères lunaires, quand on est allé, qu'on a eu des moyens de jauger exactement la naissance des cratères lunaires, c'est qu'il y a eu en fait un sursaut assez important ici. Donc ça c'est le nombre d'impacts par exemple sur la Lune. Bien sûr au tout début il y en avait plein partout, hein, donc subi plein d'impacts. Ensuite c'est diminué de façon progressive et puis là 800 millions d'années après il y a eu un grand bombardement, ça s'appelle le grand bombardement tardif. Et il a mis donc voilà le modèle de Nice. Alors je vais aller vite quand même parce que voilà, je vais vous faire tourner ce modèle. Alors dans ce modèle, la position de Saturne et Uranus, vous allez voir. Alors il y avait une énorme ceinture d'astéroïdes qui est beaucoup plus dense que la ceinture de Kuiper actuellement. Et on va voir que peu à peu, en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que les planètes géantes, il y a un moment où elles se mettent en phase, et il y a eu un échange, carrément des orbites qui se sont inversées. Et ça a permis à tous les corps tous les astéroïdes qui étaient là, de venir faire un impact gigantesque. Et c'est la seule explication que l'on ait à ce grand bombardement tardif, c'est que c'est assez long quand même, hein. On est né à 800 millions d'années, hop là. Voilà, donc
là, il y a eu une mise en phase de Jupiter, de Saturne et peut-être d'Uranus, et il y a eu effectivement un changement des orbites des planètes pour se stabiliser à la position actuelle, qui est celle-là actuellement, mais qui n'était pas la position initiale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un petit peu la Lune, non? Ah non, ça c'est mon horoscope. Ah mince. Je ne veux pas présumer de votre résistance quand même. Hein? Et il ne veut pas se déclencher le film. Attention, on va s'en passer. Hein. C'est des impacts sur la Lune, tout ça qu'on va se former. Bon, alors, moi je m'intéresse aux météorites. Vous voyez que chez moi, bon, j'ai envahi un peu notre maison de quelques appareils pour faire des photos. Alors, ceci est une météorite lunaire. Regardez, c'est joli quand même. Donc, on avait des échantillons de Lune avant qu'on nous les ramène via Apollo, parce qu'il y avait des météorites lunaires. Et maintenant, on en est sûr qu'elles sont lunaires parce qu'elles ont de la composition qui est corroborée par les roches qui ont été ramenées de la Lune. Voilà l'impact aussi. N'oubliez pas qu'il y en a qui sont plus ou moins grosses. Hein. Je vais essayer de le mettre peut-être derrière mon écran pour ne pas gêner. Je vais bientôt terminer là. Laissez-moi un peu moins scientifique. Donc ça c'est météore cratère, ça fait 1 km. Hein. C'est une petite pierre de 50 mètres qui est tombée. Alors, j'avais posé à des visiteurs là-haut qui voyaient des étoiles filantes, quelle est la taille de l'objet que vous venez de voir. Il me dit, il m'a dit quoi, 100 km? Ah, non, on n'est plus là depuis longtemps. En fait, la réponse est 1 millimètre quand même. Les étoiles filantes que vous voyez, qui rentrent à 30 km par seconde et qui se vaporisent entièrement, c'est poussière d'un millimètre. Donc là, 50 mètres, ça fait déjà un beau cratère. Voilà à une journée quand on était en Australie. Ça, c'est une météorite sur Mars. Je sais que l'élève n'est pas, mais bon, ça peut tomber évidemment sur Mars, c'est normal, c'est même plus facile parce qu'il y a moins d'atmosphère à traverser. Ici, c'est Chicxulub, là, c'est une météorite qui a laissé une trace dans le fond de l'océan, au Mexique, et qui serait certainement une des causes de la disparition des dinosaures. Il y a plus de 565 millions d'années, hein, un cratère de 170 km, un objet de 10 km. Un objet de 10 km, ça détruit 80% des espèces vivantes. Vous voyez le tsunami que ça représente, ça traverse l'Atlantique, ça arrive en France. C'est quand même sur quelques centaines de mètres d'eau. Il est évident que c'est une énergie qui sont des milliers de bombes, plutôt 1 million de bombes thermonucléaires. Voilà des combres, hein, je trouve que c'est très joli. La cristallisation est très, très diversifiée. Ça donne... Ah, je vais vous montrer. Ah, je vais vous montrer un petit bout de quelque chose qui arrive. Ça, c'est une météorite qui arrive jusqu'au sol. Hein. Vous avez vu comment ça éclaire le ciel, un petit bout de. Ça, elle ne doit pas être très grosse, elle a peut-être, je ne sais pas, 3 ou 4 kilos. Hein. Alors, on va en voir une autre. On va vous la repasser. Celle-là, elle fait 40 kilos parce qu'on l'a retrouvée dans un étang au Canada. Regardez, ça éclaire le ciel comme une explosion thermonucléaire. Hein. 40 kilos. Là, elle a déjà beaucoup ralenti dans les lunes. Hein. Elle est arrivée à 30 km par seconde.
Une autre, parce qu'elle, je pense que je l'ai mise parce qu'elle se fragmente. On la voit se fragmenter. Vous voyez, il y a la même deux traces. Donc souvent, quand elles sont peu consistantes, elles ne sont pas métalliques, elles sont comme des roches. Hein. D'abord des roches, mais quand elles arrivent au sol, vous les reconnaissez assez facilement parce que c'est une faute de fusion, c'est-à-dire une petite mince pellicule qui se noircit énormément. Donc elles n'ont pas du tout le même aspect qu'une roche normale. Hein. Mais elles peuvent se briser dans un an dans l'atmosphère. Tout provient-elle? Bon, on avait vu effectivement, soit c'est une grosse planétoïde avec un noyau. Dans ce cas-là, il y a des parties métalliques, des parties mixtes, des parties. Et là, on voit les différents classements, soit météorites de fer, soit fer silicate, soit des achondrites, soit des achondrites basatiques. Aucune n'a décompte si ça vient d'une planétoïde différenciée, parce que ça a été fondu, comme sur Terre, on ne les retrouvait pas. Par contre, si ça vient d'une comète, si ça vient d'un astéroïde de petite taille, de l'ordre de 10 km de diamètre, ça reste avec des contres qui sont la signature initiale des colères de notre petit soleil sur la poussière qui avait autour. C'est stérile. Voilà, donc je fais partie de la commission comme Hélène, comme mon épouse spéciale, nous réunissons tous les 6 mois. Ici, vous avez l'astronomie dans lequel on publie de temps en temps les résultats de nos travaux. Je vous montre ici quelques images. Ici, c'est une crite, donc c'est d'une planète différenciée. Ici, il n'y a pas de compte. Il y a des cristaux et ça, c'est près de la surface de la planète. Donc, voilà, j'ai différentes choses.